Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, donc assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous discuterons de sujet numéro 1. Les accusations de Macron au Niger, l'ambassadeur retenu, prisonnier, par l'armée. Sujet numéro 2. Une Afrique en mutation, adieu à l'influence française. Sujet numéro 1. Plus en détail, la situation tourne autour de l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Itte, qui se trouve actuellement dans des circonstances difficiles au sein de l'ambassade française au Niger. Ces circonstances ont été comparées à une situation de prise d'otage par le président Emmanuel Macron. L'un des problèmes importants auxquels l'ambassadeur était confronté est l'obstruction des livraisons de nourriture à l'ambassade, ce qui l'a contraint à se nourrir de rations militaires. Le contexte de cette crise diplomatique est fermement enraciné dans les développements politiques qui ont eu lieu au Niger. Le 26 juillet, un changement de direction a eu lieu lorsque l'armée a renversé le président Mohamed Bazoum du pouvoir. Ce changement a incité les dirigeants militaires du Niger à demander le départ de l'ambassadeur français, en fixant un ultimatum de 48 heures pour son départ en août. Cependant, le gouvernement français a refusé de se conformer à cette demande, refusant de reconnaître la légitimité du régime militaire nouvellement établi. Il est à noter que ce coup d'État a été largement condamné par la France et la plupart des pays voisins du Niger. La situation en cours a laissé l'ambassadeur Sylvain Itte dans une position précaire. Il a été déclaré persona non grata par la nouvelle direction du Niger, l'empêchant ainsi de quitter l'ambassade. En plus de cela, son accès à la nourriture a été considérablement restreint, ce qui l'a amené à se nourrir de rations militaires. Lorsqu'on lui a demandé la possibilité d'évacuer l'ambassadeur vers la France, le président Macron a souligné l'importance de la coordination avec le président Bazoum, qu'il reconnaît comme l'autorité légitime au Niger. Macron a également affirmé qu'il entretient une communication régulière avec le président Bazoum pour aborder cette question et d'autres problèmes urgents. Il est essentiel de reconnaître que la France a une présence militaire importante au Niger, avec environ 1500 soldats stationnés dans le pays. Plus tôt ce mois-ci, la nouvelle direction du Niger a mis fin aux accords de coopération militaire existants avec la France et a appelé au retrait rapide des troupes françaises. Malgré ces développements, Macron a systématiquement rejeté les appels à retirer l'ambassadeur français du Niger, une position qui est en accord avec celle de l'Union européenne. L'UE, elle aussi, a refusé de reconnaître les autorités qui ont pris le contrôle au Niger et a qualifié la demande de départ de l'ambassadeur d'acte provocateur. La situation au Niger s'inscrit dans un schéma plus large d'instabilité politique et de coup d'État dans la région du Sahel, située au sud du désert du Sahara. Le président Macron a qualifié cette tendance d'épidémie de coup d'État ces dernières années. Plusieurs pays de la région, dont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, ont connu des régimes militaires remplaçant les gouvernements vélus, soulignant davantage la fragilité de la gouvernance dans la région. À la lumière de ces développements, il est crucial de maintenir une perspective neutre et analytique en considérant la situation au Niger. Cette situation soulève une série de questions importantes sur les relations diplomatiques, le rôle de la présence militaire étrangère et la légitimité des gouvernements à la suite de transitions politiques. Elle met également en évidence les défis importants auxquels sont confrontés les diplomates opérant dans des pays en proie à des bouleversements politiques. En tant qu'observateur, il est essentiel de prendre en compte différents aspects de cette situation. Quelles pourraient être les conséquences potentielles du refus de la France de se conformer à la demande de départ de l'ambassadeur ? Comment les relations diplomatiques entre les nations peuvent-elles être gérées efficacement pendant les périodes d'instabilité politique ? De plus, quel rôle les organisations internationales, telles que l'Union européenne, doivent-elles jouer dans la résolution et l'atténuation de telles crises ? Nous vous invitons à partager vos opinions et vos insights sur cette question dans la section des commentaires ci-dessous. Vos perspectives et analyses peuvent contribuer de manière significative à une compréhension plus globale de la dynamique complexe à l'œuvre au Niger et dans des régions similaires confrontées à des défis politiques. Thème numéro 2. Une Afrique en mutation, faire ses adieux à l'influence française. Ces dernières années, une série de bouleversements politiques, souvent appelés coups d'État, ont balayé plusieurs nations africaines, principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Ces événements ont suscité des discussions sur le rôle des anciennes puissances coloniales, notamment la France, dans la politique contemporaine de la région. Cet article examine ces événements avec une perspective neutre et analytique, mettant en évidence leur contexte historique, leurs implications économiques et le potentiel d'un changement dans la dynamique de la politique africaine. L'apparition de coups d'État, ou de changements soudains de leadership, peut être comparée à une course folle ou à une bousculade. Ces événements ont tendance à être contagieux, avec des nations voisines connaissant souvent des transitions politiques similaires. Ce phénomène a été observé non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, et les occurrences récentes soulèvent des questions sur la possibilité de développement similaire dans d'autres régions, y compris en Amérique du Nord. La vague actuelle de coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale marque un changement significatif dans le paysage politique de la région. Depuis 2020, des pays tels que le Tchad, le Mali, le Niger, la Guinée, le Soudan, le Burkina Faso et plus récemment, le Gabon, ont connu des transitions politiques caractérisées par l'émergence de juntas militaires. Cette résurgence de la règle militaire représente un départ des cycles précédents de démocratie et de dictature qui ont caractérisé de nombreux pays africains depuis les années 1970. La série de coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale peut être considérée comme une réponse à la conclusion d'une importante phase historique, la fin du colonialisme français. Bien que le processus de décolonisation ait formellement commencé dans les années 1950 et 60, ces effets ont continué à façonner la politique de la région jusqu'à présent. La situation évolutive de l'Afrique marque un point d'inflexion significatif, rivalisant potentiellement avec l'impact du printemps arabe en 2010. Pour comprendre les dynamiques actuelles, commençons par la République centrafricaine, RCA. Située au centre géographique du continent, la RCA compte une population relativement petite de 6 millions de personnes réparties sur un vaste territoire. Elle est traversée par le 10e parallèle, qui représentait historiquement la division entre le christianisme et l'islam dans la région. Pendant les années 1880, les colons allemands considéraient l'Oubangui-Chari, aujourd'hui la RCA, comme un centre stratégique pour leur projet Mittelafrika. La France, quant à elle, a obtenu le contrôle d'une partie substantielle du continent africain à la suite du partage colonial à Berlin en 1884 à 1885. Cela incluait l'actuel Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Le fil conducteur qui relie ces régions diverses était la langue française, les traditions politiques et la culture. Le colonialisme français, contrairement à certaines autres puissances coloniales, combinait une ambition d'acquisition avec une mission culturelle paternaliste connue sous le nom de « mission civilisatrice ». Cette idéologie mettait l'accent sur la domination non seulement des personnes, mais aussi de la nature, de l'économie, des hiérarchies sociales et des aspirations politiques, ce qui a contribué à la perpétuation de la domination coloniale française. Cependant, le colonialisme français a toujours été un sujet controversé, à la fois en France et parmi les intellectuels africains. La première rébellion d'esclaves réussie de l'histoire s'est produite dans la colonie française de plantation de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, il y a plus de 2 siècles. Des figures dissidentes comme Blaise Diagne au Sénégal ont avancé le concept de négritude, une forme de conscience noire panafricaine enracinée dans la culture française. L'intelligentsia française s'est également engagée dans un discours anticolonial, comme en témoigne le voyage au Congo d'André Gide, 1927. La domination coloniale fonctionnait comme une entreprise maintenue par la force. Les colonies françaises d'Afrique étaient regroupées en 2 grandes entités, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Les frontières de ces colonies étaient souvent arbitraires et leur sentiment de nationalité était flou. De nombreux dirigeants africains au sein de ces fédérations considéraient l'indépendance avec scepticisme, mais considéraient la libération comme non négociable. Contrairement à l'approche britannique, où les politiciens africains avaient une influence limitée dans la politique britannique avant l'indépendance, les politiciens africains français étaient profondément ancrés dans la matrice politique française. Ils prévoyaient la complexité de la construction nationale et plaidaient en faveur d'un concept moderne de l'État multinational, mettant l'accent sur la coexistence de groupes ethniques et culturels divers. En 1946, Charles de Gaulle a préconisé une forme fédérative d'organisation pour les colonies françaises d'Afrique. En RCA, Barthélemy Boganda, une figure importante, a proposé une fédération appelée République de l'Équatoria en remplacement de l'Afrique équatoriale française.
Il envisageait même une union plus large connue sous le nom d'État uni de l'Afrique latine, englobant des régions de l'Angola au Tchad. Les idées ambitieuses de Boganda ont rencontré une résistance de la part d'intérêts établis, notamment au Gabon. Ces intérêts considéraient l'État-nation comme le meilleur moyen de maintenir leur contrôle économique. Lorsque l'Ubangui Chari s'est vu accorder l'autonomie en 1958, Boganda s'est inquiété de la capacité des politiciens locaux inexpérimentés à gouverner efficacement. Il les qualifiait de « Bunzuveko » ou de « blanc-noir ». Cependant, la vision de Boganda a été interrompue lorsqu'il est mort dans un mystérieux accident d'avion en 1959. La RCA a ensuite connu une série de dictatures jusqu'au début des années 1990, lorsqu'une forme de démocratie a été introduite. Ange-Félix Patassé a été élu président mais a été ultérieurement destitué lors d'un coup d'État en 2003 dirigé par le général François Bozizé. En 2013, le pays a connu une guerre civile, avec le groupe rebelle Séléka qui a pris de l'importance. Le conflit découlait de griefs liés à la distribution des ressources, la population du Nord se sentant exclue des bénéfices des concessions de diamants et de pétrole détenues par les dirigeants du Sud, légitimés par le soutien de l'Occident. Pendant cette période, des rapports ont fait état du groupe Wagner, une entreprise militaire privée opérant dans le nord de la RCA en échange de concessions de ressources. Ce changement marquait une rupture dans les relations traditionnelles entre les élites africaines et parisiennes, qui avaient perduré pendant des décennies. Un aspect important de l'indépendance de la Franc-Afrique est l'arrangement monétaire. Au lieu de frapper leur propre monnaie, les anciennes colonies françaises d'Afrique sont entrées dans deux unions monétaires, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces unions ont adopté le franc CFA, initialement arrimé au franc français puis à l'euro. La Banque de France imprimait des billets de francs CFA et les nations membres devaient conserver plus de 50% des actifs de leur banque centrale au Trésor français. Cet arrangement monétaire est resté largement opaque en dehors de la France et de la Franc-Afrique. Il a créé un système complexe d'interdépendance économique, où les élites africaines et la classe politique française dépendent mutuellement. En pratique, cela a conduit à une compréhension tacite dans laquelle l'armée française soutient le gouvernement en place et, si nécessaire, soutient un changement de régime. Cet arrangement a alimenté une corruption à grande échelle, ternissant à la fois les élites françaises et africaines. Malgré des manifestations occasionnelles, la France continue d'attirer les touristes, tandis que de nombreux pays africains, dont la RCA, luttent contre le sous-développement, les infrastructures médiocres et les défis de gouvernance. Les récents changements politiques au Niger, au Mali et au Gabon sont caractérisés par des défis uniques, ce qui rend essentiel d'examiner chaque cas individuellement. De plus, le 10e parallèle est devenu une ligne de faille, contribuant aux conflits civils qui ont attiré l'intervention militaire française, souvent avec des résultats désastreux. La région est maintenant à un carrefour, avec la possibilité de gagner son indépendance vis-à-vis de la France. Cependant, les négociations auront lieu au milieu du chaos profond, avec des juntas militaires qui gouvernent des nations déstabilisées. Le vide laissé par un déclin de la France reste encore à définir, ouvrant la voie à une période de transformation de l'histoire africaine, marquée par l'incertitude et le changement. C'est une histoire en évolution qui mérite une attention et des discussions attentives. Quelles sont vos réflexions sur ces développements? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires.